Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, avec le gouvernement caquiste, nous assistons à un triste spectacle, une fin de régime lente et pénible. Pendant ce temps-là, les Québécoises et Québécois n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Une des promesses fortes de ce gouvernement était d'améliorer l'accès aux services, notamment en santé, l'accès aux soins, l'accès aux chirurgies. C'est un échec. L'attente en chirurgie est aujourd'hui pour 151 000 Québécoises et Québécois. Ça, c'est 36 000 de plus que la cible qui était recherchée. Autre signe de l'échec, l'attente en chirurgie depuis plus d'un an. La cible était de 2 300. Aujourd'hui, c'est 6 500 Québécoises et Québécois. La cible est non seulement ratée, mais elle est dépassée 3 fois plus. Le 13 mai dernier, Madame la Présidente, Isabelle Haché de La Presse faisait état du cas de M. Claude Germain de Saint-Jérôme. Parce que ce n'est pas tout d'être sur une liste d'attente. Même quand vous êtes cédulé pour avoir une opération, on va bien souvent aller vous annuler. M. Germain souffre de sténose spinale. Il dit « Je ne suis plus capable de mettre un pied devant l'autre ». L'opération délicate était cédulée pour le 8 mai. Il se rend à l'hôpital. L'opération a été annulée, Madame la Présidente, à la dernière minute. C'était la 5e fois en 3 mois qu'il se faisait annuler. Pourquoi M. Germain doit-il faire les frais d'un gouvernement incompétent en fin de régime? La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, on apprécie aujourd'hui le changement de ton du chef de l'opposition officielle, qui est beaucoup plus calme. Peut-être, comme on dit, il a pris son beau vril ce matin. Donc, on est content qu'il n'y ait pas de criage ce matin. Madame la Présidente, quand on regarde le réseau de la santé, je l'ai dit souvent, le plus grand défi qu'on a, c'est de négocier une nouvelle entente avec les médecins, avec les puissants syndicats de médecins. On se souviendra que dans le premier mandat, on était en pleine pandémie, donc on a fait le choix de ne pas s'attaquer à ce dossier-là. Mais, Madame la Présidente, il faut absolument s'y attaquer. Tant qu'on va avoir la moitié des personnes qui se retrouvent à l'urgence, qui ne devraient pas être là, qui auraient dû être traitées dans ce qu'on appelle la première ligne, avec des médecins de famille, des infirmières, tant que tous les Québécois ne seront pas pris en charge, puis avec 10 000 médecins de famille, il y a assez de médecins de famille et d'infirmières pour être capable de prendre en charge tous les Québécois, tant qu'on n'aura pas des résultats et qu'on ne sera pas courageusement en train de négocier ces ententes avec les syndicats de médecins, il n'y aura pas d'amélioration significative. Première complémentaire. Donc, il va débuter bientôt sa 8e et dernière année. Il vient de dire que si ce n'est pas de la coopération des médecins, il n'y aura pas d'amélioration significative. Pense-t-il que ça, c'est ce que veut entendre M. Germain, qui attend toujours d'être recédulé parce qu'il a été annulé 5 fois? Est-il au courant que dans sa 8e année, c'est près de 21 000 chirurgies qui ont été annulées en 6 mois, de novembre 24 à avril 2025? Pourquoi les Québécois, M. Germain, devraient-ils faire les frais d'un gouvernement incompétent en fin de régime? Là, Monsieur le chef de l'opposition officielle, je vous ai laissé aller. Vous savez très bien que ce mot est au lexique et je vous demande de le retirer, Monsieur le chef. Levez-vous pour le retirer. Vous le retirez. C'est retiré. La réponse du premier ministre. Oui. Bien, ce matin, le chef de l'opposition officielle est rendu à la 8e année. Bientôt, ce sera la 9e, la 10e, la 11e. Mais, Madame la Présidente, ce qui est important de dire, c'est qu'on, oui, le Collège des médecins n'aime pas le mot « performance », utilisons le mot « résultat ». Je pense que les Québécois ont le droit d'exiger des résultats des médecins. Donc, la proposition qui est faite actuellement, c'est que 25 de la rémunération soit conditionnelle à des résultats.
Moi, j'aimerais savoir si le Parti libéral est d'accord avec cette approche-là. Deuxième complémentaire. 13 000 lettres ouvertes de la presse. Karina Colagrosso, 30 ans, mère d'un garçon de 3 ans. Elle doit être opérée d'urgence pour un large kyste à l'ovaire gauche. L'opération a été annulée à la dernière minute, à la porte même du bloc opératoire. Mme Colagrosso dit, et je la cite, « La salle est prête, l'équipe est là, l'anesthésiste, l'inhalothérapeute, la chirurgienne, tout le monde est en place, mais rien parce qu'il manque de personnel. Pourquoi Mme Colagrosso doit-elle faire les frais d'un gouvernement incapable en fin de régime? » Faites attention aux mots choisis. Ce mot-là a été retiré la semaine dernière. Je vous demande de retirer également le dernier. Exactement. Vous le retirez. Parfait. C'est une insulte. La réponse. Oui, Madame la Présidente, on a vu à la fin de la question un petit sursaut. Hein? Donc, on espère qu'on va rester calme. Madame la Présidente, ce qu'on demande aux deux syndicats de médecins, c'est que 25 de la rémunération soit liée aux résultats, entre autres la baisse des listes d'attente, la baisse, entre autres, des listes d'attente pour les personnes qui attendent plus qu'un certain délai. On ne sait toujours pas si le Parti libéral est d'accord avec Gaétan Barrette, s'il est d'accord avec nous, s'il est d'accord avec tous ceux qui souhaitent enfin avoir des résultats. Troisième complémentaire. Alors, M. Germain, Mme Colagrosso, le premier ministre vous dit « Restez calme ». Il ne veut pas vous entendre. Mme Colagrosso, par contre, elle veut parler, et je la cite, de la colère sourde qui gronde dans notre système de santé. Je savais que le système était défaillant, mais pas à ce point. Quand on laisse une patiente rentrer chez elle avec sa peur au ventre, on touche le fond. Fin de la citation de Mme Colagrosso. Est-ce qu'il est en train de lui dire de rester calme puis de fermer sa boîte? C'est ça qu'il lui dit, le premier ministre? Monsieur le leader du gouvernement, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, c'est des propos blessants pour la citoyenne. C'est pas digne d'un chef de l'opposition officielle, la façon dont il s'exprime. Bon, Monsieur le leader, je vous remercie. Il s'agit ici d'une formule de style qui est la sienne. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle nous parle de certains patients qui ne voient pas les résultats. Et on est d'accord avec ça. On a fait beaucoup d'abord en allant chercher de la flexibilité dans les conventions collectives avec les infirmières. Mais il reste le plus gros morceau. Exiger des résultats en échange de 25 de la rémunération des médecins. On ne sait toujours pas si le Parti libéral est d'accord ou non avec ça. Les résultats, ça n'a pas l'air de les intéresser. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, hier, le ministre de la Santé a avancé la possibilité d'adopter son projet de loi sur les médecins par bâillon. Madame la Présidente, adopter par bâillon, ça veut dire adopter tel quel, sans débat. Depuis 2 semaines, à part nous dire que les médecins travaillent pas assez, qu'ils finissent à 4 heures le vendredi, le ministre ne nous dit pas vraiment, cependant, ce qu'il y a dans son projet de loi. Son projet de loi 106, il indique clairement qu'un patient qui change de région perd son médecin, perd sa clinique. Ça, Madame la Présidente, ça veut dire qu'un résident de Sainte-Foy qui déménage à Saint-Romuald, il perd son médecin. Ça, Madame la Présidente, ça veut dire qu'une grand-mère qui habite à Saint-Léonard, qui s'en va vivre à Laval en bigénérationnel avec sa famille, elle perd son médecin. C'est ça le projet de loi 106, Madame la Présidente. C'est ça que le ministre veut adopter par bâillon. Le ministre, il avait promis qu'il n'y a pas un Québécois qui perdrait son médecin. Est-ce qu'il peut encore répéter cette promesse-là aujourd'hui à la lueur de son projet de loi? Comment il explique ça aux Québécois? La réponse du ministre de la Santé. Bien, écoutez, Madame la Présidente, j'espère que le député Pontiac sera en commission parlementaire la semaine prochaine pour pouvoir poser ces questions-là, parce que ce n'est pas du tout l'intention. On a dit que chaque patient qui avait déjà un médecin de famille ou était identifié un professionnel de la santé allait pouvoir le conserver. Il va y avoir des mesures de transition. Écoutez, Madame la Présidente, je sais qu'on n'a pas le droit de dire que c'est faire peur au monde. Alors, trouvez-moi la façon de le dire, là, mais c'est exactement ce que le député... Non, je n'ai pas le droit de le faire, mais je le reconnais. Alors, faisons attention, Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vais vous écouter. C'est au lexique qu'il doit le retirer. C'est un début d'expérience. Il le sait, il n'a pas le droit. En fait, ce que je dirais surtout, merci, Monsieur le leader du gouvernement, c'est que, Monsieur le ministre, ne faites pas indirectement ce que vous ne pouvez pas faire directement. Poursuivez. OK. J'ai été alerté et je le prends en considération, Madame la Présidente. Merci beaucoup.
mais je vais continuer. Madame la Présidente, moi, je veux comprendre la position du Parti libéral avant qu'on aille en commission parlementaire. Il y a 100 des Québécois qui, par l'intermédiaire notamment de leurs impôts, qui payent pour être assurés avec la Régie de l'assurance maladie. Il y a en ce moment 85 des Québécois qui peuvent se prévaloir de ce droit-là. Il y en a 15 qui ne peuvent pas, parce que les médecins, c'est des travailleurs autonomes, et ce qu'on veut, c'est leur demander de s'engager envers 100 de la population. C'est aussi simple que ça. Comment accepterions-nous de payer une assurance, puis quand on demande aux assureurs de nous payer, on dit on ne peut pas vous servir? C'est exactement ça le problème. Bien complémentaire. Madame la Présidente, je n'accepte pas sur ce point précis-là que le ministre évite la question. Là. Article 3 du projet de loi. Une personne est désaffiliée d'un milieu de pratique dans les cas suivants lorsque la Régie constate que la personne s'est établie en dehors du territoire de département territorial de médecine familiale. Ça veut dire que la résidente de Pointe-aux-Trembles, qui est en fin de vie, qui va aller vivre chez son frère à Charlemagne, elle perd son médecin de famille. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est insensible, c'est insensé, mais c'est ça le projet de loi, c'est ça que le ministre va adopter sans aucun débat. La réponse du ministre. J'ai très honnête en commission parlementaire parce que ça fait longtemps qu'on a préparé ces différentes discussions-là. Mais j'aimerais entendre la réponse du député, Madame la Présidente. Est-ce qu'il est d'accord avec le principe très important qui est derrière le projet de loi 106? Est-ce qu'il est d'accord que 100 des Québécois devraient être couverts? C'est ça la grande question. Et c'est pour ça qu'on demande aux médecins. La grande majorité font le travail, mais il y en a qui doivent travailler différemment pour qu'on soit capable de prendre 100 de la population. C'est ça l'engagement qu'on a pris. Je voudrais savoir c'est quoi la position du Parti libéral. Deuxième complémentaire. Le ministre, il ne veut pas savoir la position du Parti libéral. Il veut l'adopter par bâillon sans aucun débat. S'il y a un ministre qui devrait se garder une gêne sur les bâillons, c'est le ministre de la Santé. Parce que son dernier projet de loi, le projet de loi 15, là, il l'a déposé, il l'a adopté avec 800 amendements, Madame la Présidente. Et là, aujourd'hui, on a l'air de lui apprendre que dans son projet de loi, il y a des Québécois qui vont perdre leur médecin de famille s'ils changent de région. Ça, là, c'est le gouvernement au service du gouvernement, c'est pas le gouvernement au service du patient. Là, il veut aller par bâillon, Madame la Présidente. Poser son projet de loi sans débattre, ça n'a pas de sens. Écoutez, ce que j'ai dit, là, on a déposé notre projet de loi. Je l'ai expliqué très clairement en scrum hier. On a déposé un projet de loi. Pendant ce temps-là, ce qu'on souhaite, c'est que les deux fédérations soient aux tables de négociation, parce qu'on a dit on est très ferme sur les principes qui sont dans le projet de loi, mais on est extrêmement flexible pour arriver à une entente sur les moyens. C'est toujours ce qu'on a fait dans nos projets de loi. C'est ce qu'on va commencer à faire la semaine prochaine, consultation populaire, puis après ça, on va faire l'article par article, puis on va toutes les régler un par un, comme on a fait jusqu'à maintenant. C'est simple, on écoute les patients et on veut leur donner le droit à l'assurance dont ils ont besoin. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Nous avons tous été choqués d'apprendre l'histoire de Florence, une jeune femme avec une déficience intellectuelle qui a non seulement été incarcérée parce qu'elle est rentrée chez le voisin chercher de la nourriture, mais qui a été placée en isolement au trou pendant 8 jours. Le pire, Madame la Présidente, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Selon Maître Catherine Lapointe d'Urgence psychosociale justice, au moins une dizaine de personnes avec une déficience intellectuelle ont été incarcérées dans la dernière année par manque de logements adaptés ou les héberger en attente de leur procès. Ce gouvernement a totalement manqué à son devoir de protéger les plus vulnérables de notre société, un acte qui illustre clairement l'absence d'intervention adéquate des services sociaux. Madame la Présidente, où était ce gouvernement quand Florence avait besoin de soutien et non de punition? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée Darcy McGee pour sa question. Puis, je suis tout à fait d'accord. L'histoire de Florence, c'est d'une tristesse innommable, ce qui s'est passé. Moi-même, neuropédiatre, j'ai soigné des gens atteints du syndrome de Prader-Willi. Je sais clairement qu'est-ce que c'est et que ce n'est pas la solution qui était requise. Cependant, Madame la Présidente, je ne veux pas m'avancer sur ce dossier, mais je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'absence d'hébergement n'est pas la raison là, de cette situation. La députée sait très bien que notre gouvernement a développé un nombre important de logements supervisés, de logements spécialisés pour les personnes avec tout type de déficience intellectuelle. On a créé plus de 800 places un peu partout au Québec dans les dernières années.
On a également créé avec les maisons alternatives plus de 800 places, plusieurs à Montréal, dans le comté du député de Marquette, dans le comté du chef de l'opposition officielle, pour justement avoir plus de place pour les personnes en situation de handicap. Et Madame la Présidente, tous ceux qui avaient des troubles du comportement, on a développé les URSI également, qui est un concept qui va venir aider ces patients-là. Merci Madame la Présidente. Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. J'ai entendu aucune mesure de la part du ministre pour prévenir de tels cas comme ce qui est arrivé à Florence. Et ce qui est arrivé à Florence, ce n'est pas la seule personne avec une déficience intellectuelle qui s'est retrouvée dans un cas similaire. Selon la maître Catherine Lapointe, oui, c'est à cause du manque d'hébergement que les personnes avec une déficience intellectuelle se retrouvent incarcérées en attente de leur procès parce qu'il n'y a nulle part d'autre où les placer. Vous avez une responsabilité envers ces personnes, prenez-le. Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. Madame la Présidente, là, ces patients-là peuvent être amenés dans des hôpitaux. J'ai vu ça toute ma carrière de 24 ans de neurologue. On a parlé dans l'article de Rivière-des-Prés, de l'hôpital Pinel, mais il y a toutes sortes d'autres hôpitaux qui peuvent accueillir ces patients-là. Maintenant, oui, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation. La première chose que j'ai fait, j'ai appelé la Société québécoise de la déficience intellectuelle pour avoir leur avis là-dessus puis savoir comment prévenir ce type de situation-là. J'ai immédiatement contacté mes collègues de la sécurité publique et de la justice pour voir qu'est-ce qui arrive dans ces processus-là qui font que ces patients-là, qui sont inaptes, sont envoyés en prison, parce qu'il y a d'autres pistes de solutions qu'on a rendues disponibles au cours des dernières années. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de l'Acadie. Madame la Présidente, aujourd'hui, j'interpelle le ministre de la Justice dans ce dossier. Le ministre a reçu des lettres en 2023-2024. Il a même rencontré une avocate qui l'a sensibilisé au dysfonctionnement du système. Pourtant, le programme d'accompagnement justice et santé mentale vise à éviter ce genre de situation-là. Depuis les rencontres, c'est silence radio. Visiblement, les ministres à la CAQ ne se parlent pas. Quand le ministre de la Justice va-t-il poser des gestes concrets pour que le cas de Florence ne se reproduise plus? Jamais. Réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, très certainement, on travaille en équipe au sein du gouvernement. Le député de l'Acadie fait référence à un dossier qui a été judiciarisé. Et le ministère de la Justice, en collaboration avec les partenaires de la justice, ont déployé une kyrielle de programmes, notamment pour accompagner les gens qui ont des enjeux de santé mentale. Et les programmes fonctionnent. Cependant, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, ici en cette Assemblée, ce n'est pas le ministre de la Justice qui est assis sur le banc. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui prend les décisions dans une salle de cours. Nous encadrons, nous offrons des ressources au système de justice, mais la décision qui est prise appartient aux magistrats. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Il y a quelques instants où j'ai déposé une pétition de 14 000 signataires qui s'opposent à la vente du bâtiment patrimonial Face et à son démantèlement. Aujourd'hui, 60 membres de la grande famille Face de l'école sont ici dans les tribunes. Des parents, des élèves, des anciens élèves de l'école. Ils portent la voix de ces milliers de personnes qui vous demandent de sauver l'école. Le ministre va dire que c'est irresponsable de dépenser 370 millions pour l'école. Mais ce n'est pas ça qu'ils vous demandent. Ils veulent le maintien du bâtiment, pas la reconstruction complète, pas des installations luxueuses. Ils veulent l'essentiel pour assurer la sécurité et la continuité de leur mission intacte. Est-ce que le ministre est prêt à travailler avec les partenaires, la communauté, le centre de services scolaires, la commission scolaire, afin de trouver un compromis? La réponse du ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre question. Je salue les parents qui sont dans nos tribunes, que je vais rencontrer tout de suite après la période des questions. Madame la Présidente, l'école Face, là, c'est une école unique au Québec. C'est une école qui est très précieuse à mes yeux, à nos yeux, et c'est pour ça que la proposition que nous avons mise de l'avant prévoit le maintien de cette école, mais dans 2 bâtiments complètement rénovés. L'école Face, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un esprit, c'est un projet éducatif. C'est des élèves qui, depuis des générations, sont
exposés à la musique, aux arts dramatiques, à la chanson, à la danse. Tout ça va se poursuivre dans 2 écoles complètement rénovées au coût de 200 millions. L'école primaire sera ouverte dès septembre prochain, appelons-la phase primaire pour les fins de la discussion, et l'école, appelons-la phase secondaire, ou le campus phase secondaire, sera ouvert en 2032 pour permettre aux élèves qui sont actuellement en parcours de le terminer. Complémentaire. Je ne sais pas si le ministre peut voir les faces des parents qui sont en haut et vous disent non. C'est un bâtiment patrimonial qui appartient à notre histoire collective. La Ville de Montréal s'est prêtée d'être partenaire. Les architectes ont proposé des scénarios moins coûteux. Les familles sont là en haut dans les tribunes. Ils sont venus en grand nombre pour sensibiliser le gouvernement. Ils demandent une solution concrète et non une solution irréversible. Ils demandent une chose, sauver leur école. Est-ce que le ministre va le faire? La réponse du ministre. Madame la Présidente, selon les dernières évaluations qui ont été faites par le Centre de services scolaires de Montréal, on en est à tout près de 600 millions pour ce projet, 375 millions pour rénover l'édifice actuel et 200 millions pour les 2 écoles qui étaient, avant qu'on prenne la décision, qui étaient des campus, des écoles transitoires. Ces écoles transitoires qui seront complètement rénovées vont devenir des écoles permanentes, une pour le primaire, une pour le secondaire, et les 375 millions qui devaient être investis dans la rénovation du vieil édifice vont servir pour d'autres projets scolaires sur l'île de Montréal, Madame la Présidente. C'est la décision responsable que nous devons prendre. Deuxième complémentaire. La magie de cette école, ils sont tous sous le même toit. De la maternelle au secondaire 5, le scindé, c'est de détruire cette mission et cette magie. Voici le témoignage de Marie-Ève, parent d'un enfant qui fréquente l'école. FACE est un modèle rare de collaboration, une institution culturelle vitale et une communauté vivante. La survie à long terme de FACE est menacée. De diviser l'école en 2 sites ne fera que compromettre l'ADN de l'école, ce qui rend FACE si extraordinaire. Est-ce que le ministre va faire la seule chose qui s'impose et sauver l'école? La réponse du ministre. Madame la Présidente, nous ne sauvons pas le bâtiment, mais nous sauvons l'école. Nous sauvons l'école. Elle sera constituée de 2 campus, un pour le primaire, un pour le secondaire. Madame la Présidente, on a augmenté de 160 % les budgets pour la construction, la rénovation, l'agrandissement des écoles. On est passé de 9 à 23 milliards et demi. On investit comme jamais dans l'histoire récente du Québec. On a une responsabilité, Madame la Présidente, de regarder l'ensemble des besoins à travers le Québec et de prendre les décisions responsables qui s'ensuivent, responsables notamment pour la capacité de payer des contribuables. On a beaucoup de projets, Madame la Présidente, beaucoup de projets d'école. Il faut regarder l'ensemble. En question principale, je reconnais maintenant la chef du 2e groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. On est en pleine crise du logement. Les locataires ont reçu cette année des hausses de loyer pharaoniques de 10, 20, 30 %. Le 1er juillet approche, puis des milliers de ménages vont se retrouver à la rue. Face à une telle situation d'urgence, un gouvernement responsable déciderait de donner de l'oxygène aux 40 % de locataires du Québec. Le premier ministre aime ça, mettre de l'argent dans les poches des Québécois. On se serait attendu qu'il voudrait mettre de l'argent dans les poches des 40 % de locataires du Québec. Ben non. Sa ministre de l'Habitation a fait exactement le contraire avec son projet de règlement sur la hausse des loyers. Je cite le mémoire qui a été présenté à tous les ministres, au Conseil des ministres. Les locataires, et particulièrement les locataires les plus vulnérables, comme les aînés ou les jeunes, pourraient être impactés. C'est ça qui est écrit dans le document qui a été présenté au Conseil des ministres. Je répète, on vit dans une crise du logement historique. Et tout ce que la CAQ trouve de bon à faire, c'est de nuire aux locataires. Avec le règlement de la ministre, la hausse, là, avec son nouveau calcul, va être pire que le calcul actuel de 60 % pour les locataires. Ça va être pire. Est-ce que le premier ministre peut au moins admettre que le règlement de sa ministre nuit aux locataires et que, malgré ça, il a décidé d'aller de l'avant, juste de s'assumer puis d'admettre, comme le dit le document, que le règlement nuit aux locataires? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, je veux d'abord rappeler à la chef du 2e groupe d'opposition qui semble dire
qu'on n'a rien fait, bien, je veux lui rappeler qu'on a investi 4,1 milliards dans le logement abordable, 1,1 milliard dans l'aide pour ceux qui ont besoin de payer leur loyer, d'être capables, donc, de les aider à faire ces paiements-là. On a donné 429 millions de plus pour la composante logement dans les crédits d'impôt solidarité. On a donné 486 millions dans les programmes d'amélioration pour rénover l'habitation. On a donné 497 millions pour les HLM. Donc, Madame la Présidente, je pense que c'est un petit peu exagéré de dire qu'on n'a rien fait pour le logement. Maintenant, la question qui se pose, là, puis je voudrais une fois pour toutes comprendre la chef du deuxième groupe d'opposition, est-ce qu'elle est d'accord que les augmentations de loyers devraient être égales aux augmentations de coûts des propriétaires? Est-ce qu'elle est d'accord avec ce principe-là, oui ou non? Première complémentaire. C'est toujours la même chose. À chaque fois que je pose des questions sur les locataires au premier ministre, il me parle toujours des propriétaires. Toutes les aides qu'il mentionne, il en a donné beaucoup plus aux propriétaires. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il peut aider les locataires, au moins ne pas empirer leur situation. En ce moment, avec le projet de règlement, la situation des locataires va être pire. Alors qu'on est en pleine crise, je répète, est-ce qu'il peut au moins ne pas empirer leur situation puis enlever le règlement? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, vous avez vu que la chef du deuxième groupe d'opposition n'est pas capable de dire si elle est d'accord avec le fait que les augmentations de loyer devraient être égales aux augmentations de coûts, ce qui est un principe pourtant de base. Québec solidaire veut faire la guerre aux propriétaires et pense que c'est comme ça qu'on va régler le problème de logement au Québec. Ça ne tient pas debout. Deuxième complémentaire. C'est pas aux locataires d'assumer tous les risques pour les propriétaires. Le premier ministre, là, il les a aidés, puis c'est correct. Puis il a fait 4 fois plus d'aides pour le marché privé et pour les propriétaires que toutes les aides pour les locataires. Est-ce qu'il peut au moins juste, c'est très simple, s'engager à ne pas empirer leur situation? Je veux dire, la ministre nous disait hier que c'était bon, ça leur permettrait de vivre dans des bons logements, mais quand tu n'es pas capable de payer ton loyer et que tu te trouves à la rue, qu'est-ce qu'on a à faire avec un logement rénové? Est-ce qu'il peut ne pas empirer leur situation puis enlever le règlement? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, j'ai beaucoup de misère à suivre la chef du deuxième groupe d'opposition. Ce qu'elle nous dit, c'est que, disons qu'il y a une augmentation des coûts de 10 $ sur un logement, bien, on ne devrait pas permettre d'augmenter de 10 $ le loyer, qu'on devrait forcer le propriétaire à faire une perte parce que sinon, on aide les méchants propriétaires. Ce que fait la ministre de l'Habitation, c'est qu'elle essaie de s'assurer que les augmentations de loyer n'excèdent pas les augmentations de coûts, ce qui est la logique, c'est l'ABC de la bonne gestion. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, le CAA Québec a donné les résultats d'un sondage réalisé auprès de leurs membres. Puis le résultat était très, très clair. 80 des usagers pensent qu'il faut prioriser l'entretien des routes avant d'en construire des nouvelles. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que la ministre fait? Elle lance des dizaines de millions dans son projet de troisième lien, projet dont les coûts sont estimés à, pour l'instant, au moins une dizaine de milliards de dollars. 10 milliards de dollars qu'on ne pourra pas mettre dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos routes, puis dans les 31 000 kilomètres de routes que la ministre a déjà sous sa responsabilité. Tout ça pendant qu'on n'a plus d'argent pour toutes nos infrastructures au Québec. Ne pas entretenir nos routes, Madame la Présidente, c'est mettre à risque la sécurité des usagers de la route. La semaine passée, en crédit budgétaire, on a aussi appris que la notion de sécurité économique, ça reposait sur du vent. C'est pas solide comme argumentation. Alors, il n'est pas trop tard. Je demande à la ministre, il n'est pas trop tard pour annuler pour une deuxième et dernière fois son projet de troisième lien. Est-ce qu'elle va écouter les usagers de la route? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Vous voyez, je croule sous les tableaux qui démontrent à quel point on met plus d'argent que jamais, notamment dans les routes, puis notamment dans le maintien de nos actifs. Mais, Madame la Présidente,
Vous voyez, je suis un peu déstabilisée. Je pensais même qu'il allait me dire, est-ce que ce serait pas important de mettre plus d'argent dans nos routes à cause du palmarès de CA Québec? Mais évidemment, il n'est pas allé jusque-là. Madame la présidente, il me dit, est-ce que la ministre va enfin s'intéresser aux usagers de la route? Bien, Madame la présidente, c'est justement parce que nous, on s'intéresse aux usagers de la route qu'on va faire un troisième lien entre Québec et Lévis qui aurait dû se construire bien avant, qui a été vaguement entretenu, discuté, qui a fait l'objet d'annonces par de précédents gouvernements qui n'ont jamais rien fait. Et là, nous, on est en train de le faire avancer sous peu, parce que je sais que le sujet l'intéresse, il peut surveiller l'actualité. Sous peu, on va annoncer le corridor où va se construire le troisième lien entre Québec et Lévis. Mais Madame la présidente, regardez ça, là. Les investissements dans le réseau routier. Le réseau routier. Les colonnes bleues, c'est les colonnes de la CAQ. Je ne sais plus de quelle couleur, je ne sais pas quel cercle chromatique piger mes couleurs pour que le député comprenne que la CAQ investit plus que n'importe qui d'autre avant elle. Première complémentaire et pour ce faire... Pardon? Madame la présidente. Mais quel est votre appel au règlement, monsieur? Au grand plaisir d'Infoman, je vous demanderai de déposer ces tableaux-ci. C'est pas sérieux comme rappel au règlement. Cependant, il s'agit d'un document. Alors, si vous voulez un dépôt de document, y a-t-il consentement pour le dépôt de document? Il y aura consentement pour... Monsieur le leader, je vous écoute. Madame la présidente, on va faire parvenir copie du tableau pour pouvoir les utiliser à nouveau. Alors, consentement, dépôt des tableaux. Première complémentaire. Madame la présidente, la ministre des Transports et de la Mobilité durable devrait avoir 2 grands chantiers dans son viseur au Québec. Développer et entretenir massivement les transports collectifs pour rattraper le retard historique qu'on a accumulé puis réduire nos émissions de gaz à effet de serre, première chose. Deuxième, rattraper l'immense retard d'entretien qu'on a dans nos infrastructures routières pour assurer la sécurité. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, le déficit d'entretien des routes était de 16 milliards. Il est de 22,5 aujourd'hui. Qu'est-ce que la CAQ a fait pendant 7 ans? Les gens veulent des routes sécuritaires, pas un troisième lien. La réponse de la ministre. Madame la présidente, je vous le dis, j'en reviens pas. Ça fait 8 ans que je suis assise ici. C'est la première fois que j'entends un simulacre d'intérêt pour Québec solidaire pour les routes. Chaque fois qu'il se lève, il chiale sur le transport collectif, qui déjà, de toute façon, fait l'objet d'un financement plus grand que jamais depuis que la CAQ est au pouvoir. Mais Madame la présidente, quel est cet intérêt soudain pour les routes? Non, la seule autre fois que j'ai entendu parler des routes, c'est qu'il me dit qu'il est allé en voiture en Outaouais avec sa famille. J'ai dit, vous devez être content qu'on élargisse la 50. Vous allez pouvoir circuler encore mieux avec votre famille. Donc, alors, Madame la présidente, écoutez, là, ça, là, c'est le PQI des transports, OK? Tous les modes sont là-dedans. Les colonnes de la CAQ sont les plus élevées. Je ne sais plus comment... Deuxième complémentaire. Je ne sais pas si la ministre s'entend parler, mais elle devrait réviser ses lignes. Parce que moi, je lui parle d'un sondage que le CA Québec a fait auprès de ses membres. C'est les usagers de la route et c'est du monde qui les utilise. Le sondage qui lui dit, c'est 80 veulent qu'on entretienne les routes avant d'en construire des nouvelles. Ça veut dire plus de développement, pas d'ajout de routes, puis de nouvelles structures. Avec un déficit d'entretien de 22,5 milliards de dollars pour les routes actuellement, c'est pas raisonnable de rajouter un troisième lien à 10 milliards. Est-ce que la ministre peut écouter les usagers de la route? La réponse de la ministre. Madame la présidente, la ministre écoute très bien les usagers de la route. On a un PQI. Et si mon tableau lui convient pas, là, parce que c'est toutes des données publiques, volume 6 ici, là. Page A31. Vous avez ici réseau routier. Vous avez tous les montants ici, là. On est à 35,8 milliards dans le réseau routier, le PQI qu'on vient de déposer. 85 de cet argent-là va dans le maintien des routes. 85 de notre 35,8 milliards. L'an dernier, on était à 82 en maintien d'actifs. Mettons, on est à 85 en maintien d'actifs. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans nos routes. Il n'y a jamais eu autant de chantiers dans nos routes. Les cônes oranges, je parle toujours de la relation amoureuse. Il n'y a jamais eu autant de chantiers, jamais eu autant d'argent dans notre maintien et jamais eu autant d'argent en transport en général. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la présidente, l'article 192 de la loi sur la protection du consommateur est clair. Un commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation, ce qui s'applique notamment aux services de garde éducatifs à la petite enfance. Donc, ce matin, grâce à Radio-Canada, on apprend l'existence d'un cas qui brime la loi à l'Académie des Mini-Amours.
Donc, c'est un code de place fantôme. On a demandé à des citoyens de payer rétroactivement la place de leur fils, qui rentrait seulement en février, rétroactivement en septembre, donc une facture de 6 300 $ pour plusieurs mois, où l'enfant, en fait, n'a jamais mis les pieds dans la garderie. Cette garderie, elle appartenait jusqu'en 2019 à la ministre des Affaires municipales. Elle en était toujours propriétaire quand elle était ministre. Elle appartient aujourd'hui à ses 2 filles. Le citoyen en question a appelé au bureau de comté de la ministre et il a parlé à la ministre qui a défendu la garderie. Je cite le citoyen, « Elle prenait beaucoup la défense de ses filles dans le conflit et disait que je n'avais pas de contrat de signer. » Donc, ma question est simple pour le premier ministre. Est-ce qu'il va appuyer notre motion qui réitère le caractère illégal des places fantômes en garderie? Et est-ce qu'il va reconnaître que sa ministre s'est placée en position de conflit d'intérêts? Je reconnais pour la réponse le leader du gouvernement. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, la loi sur la protection du consommateur s'applique dans une situation comme celle-ci. L'Office de la protection du consommateur a été saisi d'une plainte de citoyens à ma compréhension et l'Office de la protection du consommateur va faire en sorte de faire enquête et, s'il y a lieu, en fonction de toute son indépendance, portera plainte, si nécessaire, en fonction du résultat de son enquête. Merci. Première complémentaire. Pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Écoutez, Madame la Présidente, si le premier ministre refuse de répondre, moi, j'aimerais entendre la ministre sur cette affaire. Elle a semblé reconnaître qu'elle était en conflit d'intérêts, mais a poursuivi la discussion avec le citoyen. Je prends pour acquis qu'elle sait qu'elle aurait dû raccrocher beaucoup plus tôt, comme ancienne propriétaire de la garderie et comme mère des 2 gestionnaires actuellement. Mais pour les places fantômes, on évoque le fait dans l'article que cette pratique-là date d'il y a très longtemps. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'elle n'a pas utilisé cette pratique alors qu'elle était gestionnaire de la garderie? La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, comme je l'ai dit, la loi sur la protection du consommateur s'applique. L'Office de la protection du consommateur mène une enquête en toute indépendance et, s'il y a lieu, l'Office de la protection du consommateur prendra les sanctions appropriées si nécessaire. Je trouve ça tout de même curieux que le député des Îles-de-la-Madeleine ici se lève et nous fasse des leçons de morale et des leçons d'éthique en fonction de son passé aux élections municipales, alors que lui-même n'était inhabile à se présenter aux élections municipales, dû à quoi un imbroglio avec la municipalité des Îles-de-la-Madeleine? On devrait se garder une petite gêne quand on pose des questions comme ça. Article 32, rappel au décorum. Vous gardez le silence. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je ne pensais pas que le ministre allait s'abaisser aussi bas pour tenter de défendre l'indéfendable. Attendez, Monsieur le député. Je vous rappelle l'article 32. Vous conservez toutes et tous le silence. S'il vous plaît. J'aimerais entendre Monsieur le député. Ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Allez-y. Alors, le premier ministre refuse de se lever. La ministre refuse également de répondre. J'aimerais me tourner vers la ministre de la Famille, à savoir si elle trouve correct qu'on réponde à des parents qui doivent payer rétroactivement une place qu'ils n'ont pas occupée et réclamer un crédit d'impôt. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, l'ensemble des garderies privées sont assujetties à la loi sur la protection du consommateur. L'Office de la protection du consommateur est saisi d'une plainte. Elle va le traiter la plainte en toute indépendance et, s'il y a lieu, apportera les sanctions nécessaires. Je trouve ça quand même curieux que le député des Îles-de-la-Madeleine, à nouveau, se pose une question en matière d'éthique alors que lui-même est inhabile à siéger au niveau municipal. Écoutez. Ah ouais, j'entends le chef du Parti québécois qui se drape dans la vertu, alors que lui-même, son député, ne peut pas siéger au niveau municipal à cause des... Madame la Présidente, bon, je suis debout. Je vous rappelle que ce règlement s'applique à tout le monde et qu'on ne s'interpelle pas des 2 côtés de la Chambre. Et je vous ai entendu de ce côté-ci. Vous devez également garder le silence.
On peut ne pas aimer la question et ne pas aimer la réponse, mais tant qu'elle demeure à l'intérieur du code, on poursuit. Vous avez 10 secondes. Alors, Madame la Présidente, c'est un peu ça avec le PQ. On est un peu sous paulet, hein? Quand on regarde dans notre propre cours, ça ne fait pas notre affaire, on insulte les gens, Madame la Présidente. En terminant. Écoutez, on agit avec intégrité de ce côté-ci de la Chambre. En question, Monsieur, oui, je vais vous reconnaître, Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, je veux prévenir le leader qu'à chaque fois qu'il y aura un enjeu éthique, ou un de ses députés aura été condamné, on va lui rappeler. Nous allons poursuivre. Ce n'était pas un rappel au... Alors, vous perdez du temps, vous savez que vous avez une autre question. Moi, j'aimerais entendre le député de Saint-Jérôme pour sa question principale. On garde le silence, article 32. Chut. On écoute le député de Saint-Jérôme, question principale. La Société de l'assurance automobile du Québec embête beaucoup le gouvernement ces temps-ci avec le projet CASA, ça clique. On a même déclenché une commission d'enquête publique avec les amis de la présidente du Conseil du Trésor. Mais pensez-vous qu'on remet en question la pertinence de la SAC, Madame la Présidente? Je cite le chroniqueur Francis Gosselin. La SAC ne produit rien sinon du papier et des autorisations. La SAC, c'est 5 000 employés occupés en majorité à délivrer le laissez-passer A38. L'exemple le plus absurde de cette inutilité viscérale est le système de permis de conduire. Chaque année, il faut payer, à ma fête, un 100 $ pour renouveler mon permis. Il est difficile pour moi d'imaginer une perte de temps plus monumentale pour une société d'État que d'envoyer 5,6 millions de petites lettres aux Québécois, puis de traiter 5,6 millions de transactions bancaires. Il a raison, le temps est venu d'abolir la SAAQ. C'est un exemple. Pourquoi les Québécois financent aussi une société du Plan Nord, un Institut national des mines, une société de développement de la baie James? On coupe dans les cégeps, Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut remettre en question? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, je crois décoder qu'il y a peut-être deux aspects sous-jacents à la question de mon collègue de Saint-Jérôme. D'abord sur la mission de la SAAC et peut-être plus généralement sur des questions d'efficacité. Alors, dans les deux cas, pour ce qui est de la SAAC, Madame la Présidente, bien là, à l'évidence, ça prend quand même des permis de conduire pour que 6, quelques millions de Québécois puissent continuer de conduire sur les routes. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui soit remis en question ce matin. Maintenant, sur l'efficacité et la qualité des services aux citoyens, parce que je vais utiliser un peu la question, peut-être un mélange des deux angles pour revenir là-dessus. Là. Pour moi, la priorité d'une société d'État, quelle qu'elle soit, mais parlons de la SAAC ce matin, des permis de conduire et les autres éléments de sa mission, c'est la qualité et la diligence des services aux citoyens. Est-ce que la qualité des services aux citoyens actuellement à la SAAC est à ma satisfaction, à notre satisfaction, en tout cas à la mienne? Non. Raison pour laquelle je continue de travailler avec eux. Ça s'est amélioré depuis le déploiement de SAAC Click. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, etc. Mais il faut continuer d'améliorer la qualité des services, la performance de l'organisation. Je passe beaucoup de temps chaque semaine avec eux à travailler là-dessus, Madame la Présidente. Première complémentaire. Je remets en question la pertinence de l'organisation. Les permis de conduire, d'accord, mais pas 5 000 fonctionnaires pour ça. Prenons l'exemple du réseau scolaire. On construit des écoles comme jamais, reconnaissons-le, mais savez-vous ce qu'on dit entre gestionnaires? Attention, il ne faut pas dépasser 50 millions, sinon la SQI va s'en mêler, puis ouf, là, on n'en aura pas fini. Fait que le gouvernement va hausser les seuils. Mais est-ce qu'on peut remettre en question la SQI? Est-ce qu'on en a besoin? La réponse de la ministre ou du ministre des Infrastructures. Oui, naturellement, on a de la politique des projets majeurs. Le seuil est rendu, j'aviserai mon collègue, à 75 millions parce qu'il y a eu de l'inflation. Alors, les projets en bas de 75 millions sont effectivement gérés par les centres de services directement. Et quand le projet devient majeur, effectivement, sa collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, et on a livré des écoles comme jamais dans le dernier mandat, puis on continue de le faire. On a livré, entre autres, 16 écoles secondaires en mode collaboratif avec des coûts plus faibles que jamais en comparaison. Donc oui, la Société québécoise des infrastructures est notre expert en infrastructure pour des projets majeurs et va continuer d'appuyer les secteurs dans la construction. Deuxième complémentaire. Vous comprenez, Mme la Présidente, qu'il y en a plein d'exemples avec la santé où on construit davantage, par exemple, des buanderies publiques, des stationnements étagés plutôt que de s'occuper de soins. Est-ce qu'on peut penser aussi à la taxe sur l'essence, avec des taxes d'assises, des taxes de vente qui s'appliquent aux taxes? Ça aussi, ça fait partie du modèle québécois social bureaucrate.
On en a un peu assez. Est-ce qu'on peut remettre en question la pertinence de certains éléments de l'État? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, merci beaucoup. Bien, il y a beaucoup de confusion sur l'abolition de la taxe carbone au fédéral. J'aimerais rappeler à tous que le fédéral prenait ses revenus et les retournait aux citoyens, aux familles, aux ménages. Et dans la plupart des cas, les familles recevaient plus d'argent qu'elles payaient à la pompe. Alors, lorsqu'on a un débat sur la taxe carbone fédérale, il ne faudrait pas oublier la remise, là, parce que c'est vraiment faire un débat sans regarder l'ensemble du dossier. Ensuite, de notre côté, il faut se rappeler que la taxe carbone, ça finance la lutte au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et à ce que je sache, ce sont toujours des objectifs des Québécois. Et voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.